Alors, on analysera aujourd'hui le roman Le Père Goriot. C'est un roman écrit par Honoré de Balzac. Ça fait partie, bien sûr, de sa comédie humaine, n'est-ce pas? Euh, et cet roman, c'est devenu un classique international, un classique mondial, en fait. Mais bien sûr, un classique de la littérature française et plus spécifiquement du réalisme français. D'accord? Donc, le roman, il a été écrit en 1835, donc Honoré de Balzac, et il était déjà à ce moment-là un auteur expériencé. D'accord? Et oui, en parlant du roman, on a un roman divisé par quatre chapitres. D'accord? Dont le premier, le nom c'est une pension bourgeoise, d'accord? Une pension bourgeoise. Le deuxième chapitre appelé L'entrée dans le monde, et vous allez voir que les titres de ces chapitres et aussi le titre du roman, hein, ils sont tous bien pensés, hein. Bien sûr, parce que là, il s'agit d'Honoré de Balzac. Il ne choisit pas les noms, même de personnages. Il ne choisit pas à l'hasard, hein, toutes ces pensées en avance. Euh, Ensuite, on a le troisième chapitre que c'est Trompe la mort. Et le quatrième chapitre et dernier s'appelle La mort du père. Donc, on sait déjà ce que se passe à la fin du roman quand on lit les premières pages de la présentation du livre. D'accord? Donc, en commençant l'analyse de l'œuvre elle-même, on peut commencer bien sûr par le titre du livre, n'est-ce pas? Comme je dis, le titre ici n'a été pas choisi au hasard, hein. Donc, n'était pas choisi par hasard, hein. Donc là, on a le Père Goriot. Le Père Goriot, c'est un nom, comment je peux dire ça, un nom très lié à l'imaginaire populaire, d'accord? C'est une façon dont les campagnards, n'est-ce pas, les gens simples, en posant comme ça, les, euh, les campagnards, ils imaginent l'homme âgé, n'est-ce pas, l'homme quand il est vieux, d'accord? Donc là, c'est ça, en regardant le portrait ici qu'on a, c'est ça, hein, c'est l'homme âgé, hein, c'est l'homme âgé, spécifiquement ça, l'homme âgé, hein. Et c'est ça que c'est le Père Goriot, non? Hein, c'est un homme âgé, abandonné par ses deux filles, et malgré cet abandon, il fait tout pour ses deux filles, hein. Il fait tout, il fait tout à il fait tout à sa disposition, hein, pour aider ses deux filles. Et, et malgré l'abandon, comme j'ai déjà dit. Euh, Le père Goriot, il vit dans la pension, n'est-ce pas, dans la pension bourgeoise. C'est un, c'est un titre très curieux qui Monsieur Balzac a choisi pour nommer cette pension parce que elle n'a pas du tout, elle n'a rien du tout elle n'a rien du tout de bourgeoise. En fait, elle est une pension décrépite, hein. C'est une maison, c'est une maison où les chiens vivent. On dirait comme ça, on pourrait dire comme ça. Euh, et là, on a les personnages, les personnages centraux de cette œuvre. On a déjà parlé du père Goriot, bien sûr, hein, et son nom, c'est sur le titre, c'est pas du roman, donc bien sûr, le père Goriot est l'un de personnages centraux. On a aussi, euh, on a aussi Eugène de Rastignac, n'est-ce pas? On a Eugène de Rastignac aussi.
On a Vautrin, que c'est un personnage vachement important pour le déroulement de l'œuvre. Pas pour le déroulement, mais pour le développement du personnage, à mon avis, central de cet livre, que c'est Eugène de Rastignac. On a aussi Madame Vauquer, que c'est la, elle est la propriétaire de la pension. Donc la pension Vauquer, la propriétaire, c'est la Madame Vauquer, bien sûr. Euh, et on a d'autres personnages qui font le microcosme, n'est-ce pas, représenté par cette pension. D'accord? Bien sûr qu'on a les deux filles du père Goriot, mais on va les analyser après. Là, je vais commencer l'analyse par les personnages qui forment la pension. D'accord? Cette pension dite bourgeoise. D'accord? Donc je vais lire ici une partie du texte. Ça fait partie de la page, une page du texte qui ça fait partie de la page 25. D'accord? Page 25. On lit ça. Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par le dos croisé de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreau, mis en couleur et frotté. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et des chaises en étoffe de crin à raies alternativement mates et luisantes. Au milieu se trouve une table ronde à-dessus des marbres Santon, décorée de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de filets d'or effacés à demi. Que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le surplus de parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes du Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre le croisé grillagé offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires, qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne. Donc c'est, euh, c'est parfait, hein. Cette description, elle est parfaite, hein, pour décrire l'espace où ils vivent, n'est-ce pas, l'espace physique où ils vivent. Et comme je dis, cette pension, elle est le microcosme où se passera la plupart du roman. D'accord? La plupart du roman se passera ici, à la pension, à cette pension bourgeoise. Et bon, on peut parler beaucoup de choses. On peut parler comme cette, euh, comme cette, euh, euh, comme cette pension décrépite, elle fait une réflexion, n'est-ce pas, des gens qui vivent, n'est-ce pas, et une réflexion, n'est-ce pas, de cette impropriété, n'est-ce pas, de, euh, de tout ce qui a du mauvais, hein, n'est-ce pas, dans cette pension, chez les caractères de ces personnages. Par exemple, on peut faire cette analyse en prenant la propriétaire, sa propriétaire, Madame Vauquer. Parce que elle, c'est une femme âgée euh, qui, c'est une femme âgée, hein, une femme ridicule, n'est-ce pas? Qui, euh, qui trouve du bonheur en critiquant les autres. Donc tout là, tout là, c'est réfléchi chez
chez les habitants de cette pension. Bon, donc on a cette microcosme, n'est-ce pas? Le microcosme très, très important ici. Et donc on peut se poser la question, quel est donc le macrocosme présenté dans cette œuvre? Le macrocosme ici, c'est Paris, hein. C'est Paris, c'est la pompeuse Paris, n'est-ce pas? La Paris de la pompe, de la beauté, de la richesse. Et donc, Balzac, il fait ces contradictions hein, ici très, 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 d'une façon vraiment parfaite, d'accord? Et là, le personnage qui fera le pont entre ces deux mondes, n'est-ce pas, entre ces deux cosmes, hein, entre le microcosme et les macrocosmes, c'est Eugène, Eugène de Rastignac, d'accord? Donc, il nous est présenté comme un jeune ambitieux qui veut, qui veut à n'importe quel coup arriver dans la société parisienne. Il veut à n'importe quel coup monter, n'est-ce pas, l'échelle sociale parisienne. Et il, euh, il, euh, et bon, il essaie de fréquenter les bals, n'est-ce pas, les bals, les fêtes parisiennes, quoiqu'il n'a pas de l'argent pour faire ça, donc parfois on va le voir sans une voiture, n'est-ce pas, sans une voiture, et en marchant à pied, et en arrivant à pied dans ces lieux, mais ça ne l'empêche pas d'essayer euh, d'essayer à monter cette échelle, n'est-ce pas, cette échelle sociale parisienne. Euh, donc, Eugène c'est il est vraiment ambitieux, il veut monter, il veut devenir riche, et on va voir qu'il trouvera le moyen le plus simple pour faire ça, c'est par l'amour, n'est-ce pas? On se marie avec une jeune qui a une bonne dot, quelque chose comme ça. Parce que il ne peut pas le faire par le travail. Par le travail. Il est il est un étudiant en droit, n'est-ce pas? Il étudie le droit, donc il pourrait devenir un avocat, mais c'est il ne serait pas, il ne se ça ne le rendrait pas riche. Donc, il cherche d'autres alternatives. Et là, évidemment, les relations avec ces femmes de la société, de la haute société parisienne, c'est la façon qu'il trouve pour changer sa vie. Le personnage d'Eugène de Rastignac est un personnage vraiment complexe et vachement bien construit ici dans ce roman. D'accord? Je vais parler, je parlerai mieux de ça. Donc, comme je parlais, Eugène, il sera comme un pont entre, entre ces deux cosmes, entre le microcosme pauvre et laid de la pension bourgeoise et le macrocosme riche et beau de la haute société parisienne. Et notez que ces deux coins, n'est-ce pas, ces deux côtés de ces deux de ces deux différents cosmes, ils ne sont pas du tout, ils ne sont pas du tout contraires du point de vue qu'il se réfute. Mais non, l'un, c'est nécessaire pour la composition de l'autre. La pension, les gens qui existent de cette façon presque animalesque, ces types de lieux, ils sont nécessaires pour qu'on ait de belles dames, n'est-ce pas, dans les balles, n'est-ce pas? C'est à cause des pères Goriot, exactement, de cet archétype du père Goriot, qui on a.
les balles, n'est-ce pas, la, cette beauté parisienne, d'accord? Et ça, c'est bien présenté justement avec le personnage Eugène et le père Goriot lui-même, d'accord? Donc Eugène, il est un pauvre étudiant, il n'a pas les ressources pour effectivement participer dans cette pompe parisienne. Euh, mais il essaye, n'est-ce pas? Comme je dis, il essaye. D'accord? Il essaye. Euh, et pour ça, il emprunte de l'argent à ses sœurs, n'est-ce pas? À sa sœur, à sa mère, n'est-ce pas? Ils font, il les fait, il les fait, comment je peux dire, il les fait vendre des bijoux importants, des choses comme ça pour lui donner de l'argent, pour qu'il puisse, par exemple, acheter de vêtements, n'est-ce pas, pour qu'il puisse, euh, pour qu'il puisse payer pour une voiture, des choses comme ça. Donc, sa, sa réussite, n'est-ce pas, sa réussite, elle est si importante pour lui qu'il qu'il risque les vies de ses sœurs pour ça, pour réussir ça. Et il y a encore une citation très intéressante sur ça. Quand parce que comme je dis, hein, il emprunte de l'argent, on a l'événement d'une lettre qu'il envoie à sa sœur, en la demandant de l'argent, à sa mère et à sa sœur, en lui demandant de l'argent. Euh, et une fois qu'il reçoit cet argent et qu'il goûte de l'argent, qu'il goûte de la bonne vie, en disant comme ça, il change, n'est-ce pas? Parce que là, il a l'opportunité de fréquenter le bal, le bal parisien, les fêtes parisiennes, la pompe parisienne. Donc, je vais lire ici. Selon mon édition ici, c'est à la page 119. Quand 100 francs et des habits à discrétion. En ce moment, le pauvre méridional ne douta plus de rien, et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme quelconque. À l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux qu'auparavant. Il se sent point d'appui pour son levier. Il a le regard plein, direct. Il a les mouvements agiles. La veille, humble et timide, il aurait reçu des coups. Le lendemain, il en donnerait un premier ministre. D'accord? Euh, donc, il a changé complètement, n'est-ce pas? Il a changé complètement en recevant cette somme de 1500 francs, n'est-ce pas? Et en ayant des habits. Donc, là, la puissance, ici, la puissance, le moteur ici, dans cette roman, la machine qui opère cette roman, c'est l'argent, n'est-ce pas? C'est l'argent. Et n'importe quel est le coût de cet argent, si c'est la malheur de sa sœur, ou, si c'est le malheur de sa sœur, ou par exemple le malheur du père Goriot, n'est-ce pas? Parce que là, ça se passe la même chose avec le père Goriot, n'est-ce pas? N'importe quel est le coût. L'argent, c'est de l'argent, c'est de la joie, c'est du valeur ici, c'est du valeur dans la société parisienne. Et bon, cet extrait que je viens de lire, il fait partie du deuxième chapitre, intitulé, comme j'ai déjà dit, hein, il est intitulé de L'entrée dans le monde. Donc, et aussi, là, on a un titre bien choisi, hein, par Balzac, parce que là, on traite de l'entrée dans le monde d'Eugène, son entrée dans le monde. D'accord? Et ce n'est pas de la métaphore ici, hein, parce que il va être, il sera
exposé, il sera exposé tu vois, vraiment difficile à faire, d'accord, des dilemmes moraux, hein, des dilemmes moraux très forts, hein, et, euh, et là, on a l'introduction et là, on a l'introduction, la véritable introduction du personnage Vautran, qui on saura à la fin, à la le troisième chapitre, non? Son, il est aussi intitulé du Trompe la mort. Trompe la mort. Parce que il était en forçat. Enfin, il s'est enfui, mais ok. L'important, c'est ce qu'il propose à Eugène. Il propose à Eugène de se marier avec Victorine. euh, et pour ça, pour que cette mariage pour que cette mariage ait lieu, il propose faire que le mari, pas le mari, faire que le frère de Victorine soit mort dans un duel. Et là, euh, et là, Eugène, en se mariant avec Victorine, il pourra toucher tout l'héritage de son riche père, du père de Victorine. Et là, c'est un dilemme, hein, là, là, c'est un choix moral pour Eugène. Et on ne sait pas, bon, Eugène, on est, il nous laisse croire, d'accord, il nous laisse croire qu'il refuse cette proposition parce qu'ils vont rester avec sa morale intouchée, hein. Euh, mais après, à la fin du roman, on verra qu'en fait, Eugène n'est pas si en moraliste. D'accord? On verra ça. Donc, c'est pour ça que je disais que Vautran, il est très important pour le développement moral, le développement de caractère d'Eugène, hein. Parce que même si lui, il refuse maintenant cette proposition, on verra que, en fait, Eugène, quoi qu'il soit, quoi qu'il paraît être un bon homme, c'est pas une chose si simple de caractériser, hein, parce que bien sûr, à cause de cette première exposition à un dilemme si important, n'est-ce pas, dans la psyché d'Eugène. D'accord? Une façon que Balzac qu'il introduit ça, c'est pas Vautrin, hein, pas le personnage Vautrin, c'est avec le paradoxe du mandarin, n'est-ce pas? Je vais lire ici. Ça, c'est issu de Rousseau, hein. Il demande ça. Il demande ça, c'est en dialogue avec Eugène, hein. Il demande ça. As-tu lu Rousseau? Oui. Te souviens-tu de ce passage où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant la Chine par seule volonté un vieux mandarin, sans bouger de Paris? Oui. Eh bien, bah, j'en suis à mon 33e mandarin. Donc là, on voit le caractère de Vautran, n'est-ce pas? Et il n'a pas de scrupules, d'accord? Il n'a pas de scrupules. Si ça sert à lui, si ça sert à lui, il le ferait sans penser, hein, sans donner un deuxième pansement, hein. Donc,
Là, c'est un thème très exploré, très exploité dans la littérature mondiale. On trouve par exemple des parallèles, bien sûr que c'est pas la même chose avec Raskolnikov de Crime et Châtiment, n'est-ce pas? Mais là, bien sûr, ce sont des philosophies différentes, mais le, no- le- le noyau le noyau le noyau de la moralité, mais une suggestion, c'est traité ici par Walker. Et il plante cette pensée dans la tête d'Eugène, hein. Et comme je dis, Eugène, il refuse cette proposition, il ne se marie pas avec Victorine. En fait, on parlera on parlera brièvement de sa vie amoureuse, hein. Mais il ne se mariera pas avec Victorine et du coup, il ne tuera pas son frère. Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant cette exposition en fait ici parce que c'est comme ça, par exemple, que les grandes richesses sont bâties, hein. C'est comme ça que Paris, comme je dis, c'est comme ça que Paris grandit, que la beauté parisienne s'est créée, n'est-ce pas? Euh, ok, alors attends. Calma aí, mas eu tô ocupado. Et bon, euh, les deux filles du père Goriot, comme j'ai dit, Delphine et Anastasie, elles sont de belles dames de la société, de la haute société parisienne, n'est-ce pas? Elles sont mariées, d'accord? Mais elles ont, on pourrait dire, abandonné leur père en fonction de sa situation, de sa situation, hein. Parce qu'il vit, comme on a déjà vu, il vit dans cette pension, dans cette lugubre, lugubre pension. Donc, c'est pas bien pour leur image d'être attaché à une créature qui vit dans un lieu, dans un tel lieu. D'accord? Donc oui, ça c'est affreux, c'est choquant, et c'est pour ça que Balzac, il crée cette, euh, cette descente de cette Paris si belle, mais aussi si laide. D'accord? Euh, bon, Eugène, lui, il tombe amoureux de Delphine. Il essaye comme je dis, il essaye de se rencontrer avec les dames de la haute société parisienne et il tombe amoureux de Delphine. Et bon, même qu'elle a un mari, mais les maris de Delphine et d'Anastasie, ils n'aimaient pas leurs femmes. Donc, c'est une, en analysant aujourd'hui, c'est une situation compliquée, mais c'était des mariages, les deux mariages, c'était que pour titre. D'accord? Alors, Eugène se trouve amoureux de Delphine. Et c'est drôle parce que c'est Eugène, à cause de sa proximité physique, n'est-ce pas, parce qu'il vit avec le père Goriot, il, euh, il créera une relation presque paternelle, n'est-ce pas, presque, il aura une relation, le père Goriot aura une relation avec lui presque paternelle.
n'est-ce pas? Euh, et au moment Eugène, il essaye il essaye à avoir cette femme, euh, Delphine, la fille du père Goriot. Et bon, je crois que ça vaut pas la peine de détrancher ici, d'analyser la relation de Gênes et Delphine, parce que là, ce sont des sottises, d'accord? C'est les mêmes choses des romans, c'est là, c'est du normal, c'est de l'usual, d'accord? Donc là, on n'est pas, on n'est pas préoccupé avec ça ici. Mais avec la relation d'Eugène avec le père Goriot, hein, Eugène avec le père Goriot. Beaucoup de choses se passent. Le père Goriot, comme je déjà dit, il ne mesure pas d'efforts hein, pour aider ses filles, pour acheter des bijoux pour ses filles, etc. Quoi qu'il vit dans une misère, n'est-ce pas? Euh, Et Eugène, il vit ça. Eugène, il voit cette relation et il trouve ça affreux. Il trouve ça affreux, cette relation d'un père qui donne tout pour ses deux filles et des filles qui, euh, qui ne s'en foutent pas à cause de leur père, hein. Et elles ne pensent pas à leur père et donc ça, ça fait qu'on que je ne questionne euh, ces choses liées à la morale, à la société, à la famille, n'est-ce pas? Il est il est souvent mis en conjecture où il pense sur la famille, la société et ses enjeux. Et il sort beaucoup avec Delphine, il commence à jouer, hein, à jouer. Il ne connaissait pas il ne connaissait pas cette champ de la vie parisienne de jeu, hein. Il commence à jouer, il gaspille, il gaspille toutes ses économies en sortant avec Delphine. Euh, mais bon, hein, c'est ça la relation qu'il a avec Delphine. Et le chapitre 3 à la fin du chapitre, en fait, le chapitre 3 il est presque entièrement dédié à l'arrestation de Vautrin, n'est-ce pas? Un policier qui essaye à capturer Vautrin. Mais là, on peut se passer de ça parce que c'est pas important ici pour l'analyse morale, n'est-ce pas? Pour l'analyse morale. Sauf que, comme on a déjà vu, Vautrin, un élément, il était un élément, il était un élément si, comment je posais ça? Il était un élément odieux dans le livre parce que il représentait le mal, n'est-ce pas? Il représentait l'absence de scrupules, mais pas une façon, mais il représentait l'absence de scrupules d'une façon très réelle, n'est-ce pas? Très ancrée sur les choses que la société attend de nous. Donc, il est si odieux, mais il est aussi si réel, d'accord? Il est aussi si réel. Il est un personnage réel, on dirait. On voit des vautrins, même aujourd'hui, des gens qui pensent je pense que la moralité n'est qu'une suggestion hein, pour les gens qui veulent monter.
dans cette échelle sociale. Mais donc, il est pris par la police avec l'aide d'Eugène et des autres habitants de la pension. Et là, on entre dans le chapitre 4 que c'est le plus important de cette œuvre, que c'est la mort du père. Bon, le quatrième et dernier chapitre de cette roman, il s'appelle, il s'est intitulé La mort du père, comme j'ai dit. Et là, on voit cette relation d'Eugène et de Père Goriot. Eugène aide beaucoup son voisin, Père Goriot. Avec ses filles, il envoie il envoie des messages à ses filles et il donne de nouvelles de ses filles au Père Goriot, n'est-ce pas? Mais surtout, dans cette quatrième chapitre, on voit une aide physique, n'est-ce pas? Une aide physique elle-même envers le Père Goriot, parce que là, à avoir il commence à avoir de problèmes de santé, bien sûr, avec un titre comme ça, La mort du père. Et donc, il commence à mourir lentement. Et c'est Eugène qui va lui aider, hein. C'est Eugène qui va l'aider avec avec cette maladie. Eugène et le médecin, l'étudiant en médecine qui vit dans la pension, ce sont eux qui vont aider le père Goriot. Dans ce chapitre, on verra l'amour, l'amour du père, un amour insaisissable, n'est-ce pas? Un amour insaisissable du père Goriot envers ses filles et euh, un abandon de ses filles, n'est-ce pas? Un abandon envers lui de ses filles. Parce que malgré sa maladie, malgré sa situation pénible, il reste seul, comme je dis, hein, c'était que l'étudiant et Eugène qui vont l'aider, hein. Et ça, c'est le noyau de cette œuvre. On arrive dans le noyau du roman, hein, dans le chapitre 4 parce que on voit que malgré cet amour, c'est c'est cet amour du père, les filles et leurs maris, ils s'en fichent de la situation du père parce que il n'a pas de l'argent, il ne peut pas servir, n'est-ce pas? Il n'a pas d'utilité pour eux. Donc, il laisse leur père dans cette pension sans aucun ressource, sans médecin, un médecin formé, quoi. Et bien sûr que le père Goriot, il va mourir à cause de ça. Avant qu'il meure, il y aura encore des querelles entre les deux filles, entre Delphine et Anastasie, de querelles bien sûr sur l'argent, parce que les deux, elles veulent de l'argent surtout Delphine, elle veut de l'argent pour résoudre sa vie, n'est-ce pas? Anastasie aussi veut de l'argent pour que son mari lui donne la liberté, hein. Donc, mais à ce moment-là, leur père ne peut rien faire. Il voulait même, euh, il voulait même prendre, prendre le travail, mais il ne peut pas, bien sûr. C'était un délire, hein, qu'il pourrait devenir riche et aider ses filles. Mais là, on a un homme qui n'a plus d'utilité, il n'a plus d'argent, donc il n'a plus d'utilité pour ses filles.
n'est-ce pas? Même les autres pensionnaires de la pension, quand ils meurent, par exemple, ils font des blagues. Donc, c'est un homme complètement oublié par la société, complètement oublié par la famille. Et ça, c'est bien sûr le message central, on dirait, de cet roman. Ça, c'est ça, c'est la chose, c'est que c'est clair, hein. Mais il y a une chose en dessous de ça, il y a une chose en dessous de ça, que c'est ce que ça va, ce que ça va causer, ce que va engendrer dans la moralité d'Eugène. Parce que Eugène, il sera le seul, il sera le seul, il sera la seule personne qui accompagnera euh, le père Goriot jusqu'à sa mort. Il sera la seule personne qui sera avec lui. Donc il voit et il vécut le meilleur de cet homme qui fait toutes ses filles. Et malgré ça, il est oublié, il est abandonné, n'est-ce pas? Euh, et voilà, ça, on voit beaucoup de fois où Eugène, il est émotif à cause de ça, il est triste, n'est-ce pas, à cause de cette situation, même une incrédulité envers l'humanité de jeunes, comme j'ai déjà parlé, hein. Il voit ça, il questionne. Ça sert à quoi la famille, ça sert à quoi la société si un tel homme, il est utilisé par ses filles, et puis quand il n'a plus d'utilité, il est jeté dans une pension lugubre comme ça, en mangeant du pain, n'est-ce pas, que du pain. Donc, et oui. Et voilà, on arrive près de la mort près de la mort du père Goriot. Et c'est vraiment un événement triste. C'est vraiment un événement triste de voir un homme si, on pourrait dire, un homme qui a un amour si pur envers, envers ces deux personnages, Delphine et Anastasie. Un homme si pur, en mourant tout seul, en mourant mourir abandonné, n'est-ce pas? C'est vraiment triste, ça cause de l'émotion, regarder ça. Ok, donc oui, son enterrement, c'était aussi euh, triste. Ces deux filles, elles sont allées à son enterrement, hein, quoique elles n'étaient pas là au moment de la mort, hein, au moment de sa mort, elles n'étaient pas là, mais elles sont allées à son enterrement. Et son enterrement, il a beaucoup marqué Eugène, d'accord? Elle a beaucoup marqué Eugène, d'accord? Euh, ok. Et là, oh, j'ai ici des extraits pour cette part finale. Je vais lire ici une qui fait rapport au moment de la mort du père Goriot. Ça lit comme ça, c'est la page 199. Ça fut la seule oraison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité. Les 15 pensionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire. Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, les bruits des fourchettes, des cuillères, les rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures gloutonnes et indifférentes, leur insouciance, tous les glaça d'horreur. Donc c'est ça, hein, personne ne voulait savoir, hein, personne ne voulait savoir hein, ce que s'est passé avec, avec cette figure, hein, et ça a gêné Eugène, hein, comme j'ai dit. La dernière, le dernier extrait ici, les deux derniers extraits ici sont au jour de l'enterrement du père Goriot.
Euh, c'est dans la page finale. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux s'adressa à Rastignac, lui demanda l'heure pour boire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Voilà, il n'avait ni même du pourboire pour donner au fossoyeur, n'est-ce pas? Le jour tombé, un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda le tomber et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, réjaillissent jusque dans le ciel. Il se croisa les bras, contempla le nuage, et, les voyant ainsi, Christophe le quitta. Donc ça c'est très marquant du point de vue du développement de caractère d'Eugène. C'est presque un passage, n'est-ce pas? C'est presque un passage qu'on témoigne ici. Ensuite, Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. À nous deux maintenant. Premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Et là, c'est fini le livre, ce sont le dernier mot du livre. Et bon, comme je dis, Eugène, il s'est vraiment gêné de cette situation, mais, euh, mais toutefois, il ne rejette pas la société, hein. Il ne rejette pas cette manque de scrupules de la société. D'accord? Euh, donc, quoi qu'il a vu, euh, cette horreur, n'est-ce pas, avec cette situation du père Goriot, il veut encore faire partie de cette haute société parisienne, de cette Paris dont il a vu le côté laid, n'est-ce pas, le côté pas aimable. Donc il veut encore. D'accord? Et ça, c'est très important, hein. Ça, c'est très important parce que du point de vue du développement de caractère, Eugène, c'est un personnage que se complexifie à fur et à mesure que le roman se déroule. Donc, il est très intéressant de faire attention à ça parce que en développant un personnage comme ça, Balzac, il nous montre que les signes qui, euh, qui composent un personnage, ils sont toujours en construction. Donc, Eugène, l'étudiant de droit, l'étudiant de droit qui aspire à devenir riche, parfois il me paraissait bête. Ça c'est le gène du début du roman. Là, à la fin du roman, on a un autre gène, d'accord? On a un autre gène complètement changé par ces événements, n'est-ce pas? Et oui, voilà. Et là, dans cette œuvre, on voit le grandeur de la littérature française, d'accord? Avec 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 cette œuvre de Honoré de Balzac, que c'est l'un des grands auteurs de cette littérature, de cette riche littérature française.
Et il est important aussi de noter le thème, d'accord? Pas seulement pour cette œuvre, mais toutes les fois quand on lit un livre, il est très important de nous poser certaines questions, hein. Par exemple, quels sont les thèmes dans cette œuvre? Quel est le déroulement du roman, n'est-ce pas? Euh, comment cet personnage se développe? Et on voit dans cette œuvre le thème de la paternité, n'est-ce pas? Le thème des relations sociales, n'est-ce pas? Toujours lié à l'utilité, n'est-ce pas? Et à l'intérêt aussi. Euh, Bien sûr, hein, ce sont des choses complètement ancrées sur la mentalité capitaliste, n'est-ce pas, la mentalité bourgeoise des choses. Et ouais, on a la paternité, la moralité aussi, les relations sociales, le lieu, les lieux en fait, n'est-ce pas, les lieux sont vachement bien explorés ici parce que on a une Paris qui est le lieu où se jouent ces drames. La Paris, la belle Paris, n'est-ce pas, la Paris des bals, la Paris de la danse, la Paris de belles fêtes, mais aussi la Paris des misérables, la Paris des gens qui vivent dans des pensions hein, lugubres, des pensions décrépites, et qui, n'ont- qui ne mangent pas bien et dont de moralité c'est et dont les moralités n'est pas une chose humaine on dirait hein, parce que les habitants de la pension hein, parfois Balzac les peint comme des animaux n'est-ce pas? Pas seulement d'une façon d'une façon physique, naturelle, n'est-ce pas? Parce que là, ça sera plutôt fait avec cette monsieur ici, Zola. Non, mais non, ici, c'est une animalité plutôt liée à la morale, n'est-ce pas? À cette façon de vivre la vie, hein, sans se soucier avec la douleur d'un père, avec la douleur d'un père, avec la douleur d'un voisin. D'accord? Et donc ça, c'est bien, très très bien exploré ici. C'est une œuvre magnifique, vraiment magnifique. Une œuvre comme je dis, compose, hein, comme je dis, compose la comédie humaine. Et cet personnage, Eugène de Rastignac, si je ne me trompe pas, il est, il est l'un des grands personnages de cette comédie. D'accord? Donc, lisez le livre, hein, lisez le roman, il est merveilleux. Je suis sûr que vous en aimerez. Et continuez avec, avec l'œuvre, comme tout, de Balzac. Lisez aussi l'œuvre de Zola et ses grands exploits de la littérature française. Je crois que je ferai d'autres vidéos en concernant soit Balzac, soit Zola, soit Stendhal, d'accord? Ce que je lis, j'essaierai de, de faire des vidéos en analysant et j'essaierai toujours d'améliorer ces vidéos, de préparer en avance des thèmes et aussi des suggestions. Ok? Donc c'est ça c'est pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo j'espère que cette vidéo jette de la lumière. Si vous, par exemple, si vous venez de lire le roman, ou si vous voulez lire le roman, donc j'espère que cette vidéo vous influencie positivement. D'accord, merci beaucoup.